Au Burkina Faso, une chute spectaculaire des insectes ravageurs dans plusieurs villages s'est paradoxalement accompagnée d'une hausse tout aussi rapide des dégâts causés par les autruches relâchées dans la savane. Cette collision entre un succès statistique inattendu et des pertes agricoles imprévues a créé une zone grise où chaque décision semble pouvoir inverser le cours du projet. Que signifie réellement, pour les communautés rurales comme pour Ibrahim Traoré, une expérimentation capable de sauver des récoltes tout en les menaçant simultanément? Dans cette tension fragile, l'enjeu dépasse clairement la simple gestion d'oiseaux géants. L'expérience des autruches ne s'est jamais limitée à un simple ajustement technique. Elle porte la promesse d'évaluer si une initiative locale peut réellement réduire la dépendance alimentaire du Burkina Faso. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice clair: offrir aux zones rurales une marge de stabilité durable, fondée sur une ressource interne et adaptée au terrain. Mais cette perspective attire immédiatement une question plus lourde. Jusqu'où un pays peut-il transformer un risque naturel en outil stratégique sans créer une pression supplémentaire sur des communautés déjà fragilisées par la sécheresse et l'imprévisibilité des saisons? À cette tension s'ajoute un micro-hook: les premiers résultats séduisants mais instables montrent qu'une innovation capable de modifier la dynamique des nuisibles peut tout autant bouleverser l'équilibre des cultures si aucun cadre strict n'est posé. Ainsi, le véritable enjeu dépasse les chiffres initiaux. Ce projet est devenu un test de souveraineté, un révélateur des limites opérationnelles et un indice précoce de la façon dont un État peut modeler son avenir agricole en s'appuyant sur ses propres ressources. Les premières observations de terrain ont livré un mini révélateur que personne n'attendait vraiment. Dans plusieurs zones pilotes, les dégâts causés par les insectes avaient chuté d'environ 40 à 50% en l'espace de quelques mois. Ce chiffre, confirmé par les équipes locales, a immédiatement repositionné l'expérimentation au centre des débats, car il constituait la première preuve mesurable d'une dynamique capable de transformer le quotidien agricole. À partir de ce point, la compréhension du projet adopte une autre profondeur. La présence des autruches n'a jamais été une simple interaction entre un oiseau robuste et des parasites persistants. Elle a révélé un système complet où s'entrecroisent décisions politiques, pratiques rurales et risques environnementaux. Dans ce cadre élargi, Ibrahim Traoré a perçu ses premiers résultats comme une indication concrète que le pays pouvait activer ses propres ressources naturelles avant de recourir à une aide extérieure souvent lente ou conditionnée. Pour saisir pleinement ce pivot, il faut revenir aux motivations initiales. Le Burkina Faso faisait face à une pression croissante. Saisons agricoles imprévisibles, épisodes de sécheresse répétés, sols fragilisés et dépendance chronique aux importations alimentaires. Dans ce contexte, chaque récolte représentait un pari et l'arrivée des autruches s'est inscrite dans une logique claire de souveraineté. Tester une solution interne, modelée selon la réalité locale, même si elle comportait un niveau de risque beaucoup plus élevé qu'une intervention extérieure standardisée. Mais la trajectoire du projet n'a jamais été linéaire. Lorsque les populations d'autruches ont commencé à croître plus vite que prévu, les premiers signes d'inquiétude sont apparus. Des déplacements incontrôlés menaçaient déjà certaines parcelles germinatives, forçant les équipes à envisager des mécanismes de régulation plus stricts. Cette tension entre gains rapides et risques émergents a mis en lumière l'enjeu principal: la question ouverte du début, celle de savoir jusqu'où une innovation locale peut progresser sans heurter ses propres limites, n'est pas théorique. Elle s'incarne désormais dans chaque décision opérationnelle. Ainsi, la baisse spectaculaire des nuisibles n'est pas seulement un succès, c'est le pivot qui éclaire toute la suite et qui définit les conditions exactes de la viabilité du programme.
Pour comprendre comment l'initiative s'est matérialisée au niveau local, deux scènes précises servent de fil conducteur et jouent le rôle de guide narratif. Dans le village de Kaya, les agriculteurs ont observé dès les premières semaines que les autruches chassaient activement les criquets autour des zones cultivées. Leur comportement, encore imprévisible mais nettement orienté vers les parasites, a créé une réduction visible des nuisibles. Pour les habitants, ce micro-succès représentait plus qu'un simple soulagement. C'était un signe tangible qu'une solution née sur le territoire pouvait réellement infléchir la trajectoire de leur récolte. Les discussions au marché, d'abord prudentes, ont progressivement intégré cette amélioration comme un repère concret pour évaluer l'impact de l'expérimentation. À l'autre extrémité du spectre, une petite communauté proche de Bobo a vécu une expérience inverse. Lorsque certaines autruches se sont aventurées trop près des parcelles en germination, les premiers piétinements ont créé une onde d'inquiétude. Les familles ont signalé des pertes inattendues, soulignant l'importance d'un encadrement permanent. Cette scène, moins médiatisée mais tout aussi significative, a rappelé que les avantages potentiels n'émergent qu'à condition que les dynamiques animales soient strictement régulées. Ces deux trajectoires, celle des gains localisés et celle des risques immédiats, composent la grille de lecture la plus fidèle du projet. Elle montre que la promesse ne se mesure pas en tendance générale, mais en interaction locale, fragile et ajustable. Et dans ce cadre, la question essentielle se condense en une seule ligne. Un équilibre instable peut-il suffire à rendre l'initiative durable? Le déclenchement du programme remonte au moment précis où les premières autruches ont été relâchées dans la savane burkinabé. L'objectif était clair: réduire naturellement les populations de criquets sans bouleverser les équilibres agricoles. Les équipes locales, averties de la portée potentielle de cette expérimentation, ont commencé immédiatement à suivre les déplacements des oiseaux. Les premiers signaux ont été rapides. Les criquets reculaient. Les zones cultivées respiraient enfin. Pour certains agriculteurs, cette lueur d'amélioration représentait une bouffée d'air après des saisons difficiles marquées par la sécheresse et l'épuisement des sols. Mais la montée en puissance du projet ne s'est pas déroulée de façon linéaire. Au départ, les autruches évoluaient dans un périmètre relativement stable, interagissant essentiellement avec les zones infestées. Puis l'expansion s'est accélérée. Les oiseaux, plus résistants que prévu, ont commencé à explorer des espaces inattendus, parfois bien au-delà des terrains surveillés. C'est ici que la tension a surgi. Les succès précoces se heurtaient désormais à un risque grandissant. Des champs fragiles étaient piétinés, entraînant des pertes immédiates pour plusieurs villages. Les témoignages diffusés par les médias ont amplifié le débat. D'un côté, des images de parcelles protégées par la réduction des insectes circulaient largement. De l'autre, des séquences montrant des cultures détruites en quelques heures ravivaient de fortes inquiétudes. Cette dualité a alimenté une controverse nationale sur la pertinence du programme. Fallait-il poursuivre une initiative porteuse d'espoir ou freiner un mécanisme susceptible d'échapper totalement au contrôle? C'est à ce stade charnière qu'est intervenu Ibrahim Traoré. Conscient du potentiel stratégique de l'idée, il a refusé d'abandonner la dynamique en cours. Il a au contraire opté pour l'introduction de mesures plus strictes, convaincu que la régulation pouvait inverser la tendance négative observable dans les villages touchés. Cette décision n'était pas seulement technique. Elle traduisait une vision politique, celle d'un pays déterminé à tester des solutions endogènes pour reconstruire une souveraineté alimentaire mise à mal. Les équipes de régulation ont alors été déployées. Leur mission était simple dans sa définition, mais complexe dans son exécution: canaliser les autruches, encadrer leur reproduction et limiter leurs incursions dans les zones sensibles. Cette intervention a marqué un tournant.
Les déplacements des oiseaux, auparavant erratiques, ont commencé à se stabiliser. Les incidents, bien que toujours présents, ont diminué dans certaines localités. Le programme prenait une forme hybride, oscillant entre spontanéité naturelle et contrôle humain. Les semaines suivantes ont confirmé cette tendance contrastée. Une partie des communautés rurales reconnaissait désormais les gains obtenus grâce à la diminution des nuisibles. Une autre continuait de rappeler les dommages dangereux causés par des déplacements imprévisibles. Les experts agricoles, mobilisés pour analyser les données, ont souligné que la viabilité dépendait entièrement de la capacité à maintenir un encadrement rigoureux. Parallèlement, de nouveaux aspects économiques ont émergé. La viande, les œufs et le cuir d'autruche ont commencé à intriguer les entrepreneurs locaux. Une filière potentielle s'esquissait, mais cette expansion nécessitait des investissements, une logistique solide et un environnement agricole sécurisé. Tout reposait encore sur la même variable, le contrôle effectif de la population d'autruche. Ainsi, la séquence complète de l'activation à la montée en tension, puis aux ajustements, révèle une dynamique non linéaire, faite d'espoir, de risques et de réajustements constants. Dans cet enchaînement rapide, chaque décision a compté. Chaque hésitation aurait pu tout faire basculer. Et chaque avancée a rappelé que le projet des autruches n'était pas un simple essai agricole, mais un test de résilience nationale. Pour mesurer avec précision l'impact réel du programme, il faut revenir aux trois indicateurs qui structurent toute l'analyse et qui ont servi de base aux décisions politiques ultérieures. Le premier, le plus commenté, concerne la réduction des nuisibles. Dans plusieurs localités rurales, les équipes d'observation ont confirmé une baisse de 40 à 50% des infestations en l'espace de quelques mois. Cette fourchette, établie à partir de relevés successifs, montre une interaction stable entre les autruches et les insectes. Cette baisse n'était pas un accident isolé. Elle révélait une tendance reproductible capable d'alléger la pression sur des sols longtemps fragilisés. Elle indiquait surtout que le projet pouvait s'inscrire dans une dynamique structurelle plutôt qu'épisodique. Le second chiffre a émergé dans le village de Kaya et a rapidement attiré l'attention des autorités. La production locale de mil y a augmenté d'environ 30% au cours de la même période. Pour les agriculteurs, cette progression était indissociable de la réduction des criquets observée dans les parcelles. Cette hausse représente un signal fort montrant que les gains agricoles peuvent devenir réguliers. Cette évolution ne prouvait pas seulement l'efficacité des autruches, elle montrait qu'un ajustement local pouvait immédiatement créer une fenêtre de stabilité pour les familles rurales. Le troisième indicateur, plus sombre, a joué le rôle d'alerte majeure. Dans la région de Bobo, environ 20% des rizières ont été endommagées après que des autruches se sont aventurées trop loin dans les zones en germination. Les habitants ont dénoncé des pertes significatives, rappelant la sensibilité des cultures face aux déplacements incontrôlés. Ce chiffre expose clairement comment l'absence de régulation peut annuler en quelques semaines les progrès obtenus ailleurs. Lorsque ces trois mesures sont mises côte à côte, une image équilibrée apparaît. L'initiative fonctionne indéniablement lorsqu'elle est encadrée, mais elle devient risquée dès que la dynamique animale échappe au contrôle. Les succès précoces ne peuvent être consolidés que si la gestion opérationnelle reste proactive, régulière et techniquement adaptée aux spécificités de chaque zone agricole. C'est cette lecture combinée, gains mesurables, risques concrets, qui a poussé le gouvernement à revoir son approche et à accélérer le déploiement d'équipes spécialisées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les priorités ont été redéfinies: contenir la reproduction, surveiller les déplacements, établir des périmètres dédiés et intégrer les autruches dans un cycle semi-contrôlé. Cette stratégie visait à transformer un succès fragile en modèle durable
capable d'inspirer d'autres régions du Sahel confrontées aux mêmes défis écologiques. Les coûts et exigences logistiques ont augmenté, mais la promesse d'autonomie alimentaire restait crédible tant que la maîtrise du programme ne dérivait pas. L'enjeu ne résidait plus dans la question de savoir si les autruches agissaient réellement sur les nuisibles, les chiffres l'avaient désormais prouvé, mais dans la capacité du pays à harmoniser cette action avec les besoins agricoles. Les données montraient une cohérence simple. Lorsque les paramètres sont contrôlés, les bénéfices dominent. Lorsqu'ils ne le sont pas, les dommages prennent le dessus. Cette dépendance totale au niveau de régulation transforme chaque indicateur en outil stratégique et chaque décision en pivot décisif. Ainsi, les trois chiffres clés 40 à 50% plus 30%, 20% ne racontent pas seulement une expérience agricole, mais la cartographie précise d'une initiative dont l'avenir repose entièrement sur la discipline opérationnelle. Le débat public autour du projet des autruches s'est structuré autour de deux positions aussi solides que contradictoires. D'un côté, les défenseurs de l'initiative affirment que les résultats obtenus dès les premiers mois constituent une preuve indéniable de son efficacité. Selon eux, la réduction de 40 à 50% des insectes nuisibles démontre qu'un levier local peut provoquer un changement rapide dans des zones rurales confrontées à des années d'instabilité agricole. Ils soulignent également que l'augmentation d'environ 30% de la production de mil à Kaya valide l'idée que les autruches peuvent agir comme catalyseurs de productivité, à condition d'être intégrées dans un cadre cohérent. Pour ces partisans, l'innovation représente une opportunité rare. Réorienter la souveraineté alimentaire du pays à partir d'une ressource endogène, sans dépendre d'interventions extérieures, souvent lentes ou coûteuses. Face à eux, les critiques avancent trois limites majeures. La première concerne l'imprévisibilité écologique. La destruction d'environ 20% des rizières dans la région de Bobo montre à quel point l'équilibre peut basculer rapidement lorsque la dynamique animale échappe au contrôle. La seconde touche aux coûts opérationnels, encadrer les déplacements, surveiller les zones sensibles et limiter la reproduction nécessite une structure logistique lourde pour un pays dont le budget agricole est déjà sous pression. La troisième limite se situe dans le risque de voir les dommages dépasser les bénéfices, créant une spirale où les gains initiaux seraient effacés par des pertes plus difficiles à compenser. La réponse la plus solide, fondée uniquement sur les données observées, se situe à l'intersection des deux positions. Les chiffres démontrent simultanément l'efficacité des autruches contre les nuisibles et leur capacité à provoquer des dégâts sérieux lorsqu'elles ne sont pas régulées. Autrement dit, les deux camps ont raison, mais seulement en partie. Le programme fonctionne lorsque les paramètres sont strictement encadrés. Il échoue lorsque la régulation faiblit. Les résultats de Kaya et les pertes de Bobo racontent la même vérité. La viabilité du projet dépend entièrement du contrôle, non du principe. Un basculement silencieux apparaît. Lorsque les premières équipes de régulation ont été déployées, la dynamique du projet s'est transformée plus nettement que prévu. Les autruches, jusque-là laissées en semi-liberté, ont commencé à être redirigées vers des zones définies, limitant leurs incursions dans les cultures les plus sensibles. Les déplacements, auparavant erratiques, se sont resserrés autour de périmètres stabilisés, réduisant peu à peu le risque de piétinement incontrôlé. Ce changement n'était pas uniquement opérationnel, il définissait un nouveau modèle, ni totalement naturel, ni entièrement verrouillé, mais suffisamment maîtrisé pour préserver les bénéfices initiaux. En réorganisant le dispositif, les équipes ont créé une forme d'équilibre hybride où la spontanéité animale et les impératifs agricoles pouvaient coexister sans s'annuler.
Pour Ibrahim Traoré, cette transition représentait plus qu'un simple ajustement technique. Elle constituait une validation. Une idée audacieuse pouvait évoluer, se corriger et s'ancrer sans renier son ambition initiale de souveraineté. Les oscillations extrêmes, entre succès fulgurant et dommages soudains, commençaient à s'atténuer, laissant place à une trajectoire plus régulière. C'est ce point médian, discret mais décisif, qui redéfinit désormais tout ce qui va suivre. Les effets tangibles du projet des autruches ne se sont jamais répartis de manière uniforme. Selon les acteurs concernés, agriculteurs, NN, entrepreneurs, DN, population rurale, ND et échelle nationale, KV, l'initiative a produit des bénéfices distincts, mais aussi des contraintes spécifiques. Pour les agriculteurs, pour les cultivateurs de zones comme Kaya, la réduction de 40 à 50% des insectes a offert un soulagement immédiat. Les parcelles de mil moins ravagées par les criquets ont bénéficié d'une fenêtre rare de stabilité, illustrée par l'augmentation d'environ 30% des rendements locaux. Cependant, ces gains euh, n'ont jamais été homogènes. Dans des zones proches de Bobo, l'expansion incontrôlée de certaines autruches a détruit près de 20% des rizières, rappelant brutalement la fragilité du dispositif. Les agriculteurs se sont donc retrouvés à naviguer entre opportunités prometteuses et risques permanents, dépendant entièrement du niveau de régulation assuré par l'État. Pour les entrepreneurs ruraux, l'émergence d'une filière autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche a ouvert de nouvelles perspectives économiques. De jeunes entrepreneurs y ont vu l'occasion de diversifier leurs activités, d'explorer des marchés jusque-là inexploités et de créer une chaîne de valeur locale. Mais ce potentiel restait conditionné à la stabilité du système. La nécessité d'investir dans des infrastructures de collecte, des espaces dédiés ou un encadrement logistique a rappelé que la réussite ne pouvait être durable que si la population d'autruches restait maîtrisée. Sans cela, les coûts de gestion risquaient de dépasser les gains attendus. Pour les populations rurales, pour les habitants vivant près des zones d'expansion, l'expérience a eu un impact immédiat sur la vie quotidienne. La diminution des nuisibles a apporté un mieux-être alimentaire, une sécurité accrue autour des récoltes et un sentiment d'espoir. Mais l'apparition d'autruches trop proches des habitations a créé d'autres types de craintes. Mouvements imprévisibles, piétinements, perturbations autour des zones sensibles. La coexistence nécessitait un encadrement constant, ce qui a renforcé le rôle des équipes de régulation nouvellement mises en place. À l'échelle du pays, le projet est rapidement devenu un symbole, celui d'une tentative de souveraineté construite à partir d'une ressource locale. Les débats médiatiques, les résultats contrastés et l'attention portée à l'initiative ont contribué à en faire un marqueur politique. La démarche d'Ibrahim Traoré s'appuyer sur une innovation endogène plutôt que dépendre d'une aide extérieure a été largement commentée. Cependant, les déséquilibres observés dans certaines régions ont mis en lumière la fragilité du modèle. Une stratégie viable exigeait une gestion différenciée selon les territoires, capable d'adapter la présence des autruches aux contraintes propres à chaque zone. Au final, les quatre angles montrent que le projet n'a rien d'un bloc uniforme. Il avance par contraste, par gain localisé, par risque différencié et par ajustement constant. La viabilité de l'ensemble dépend encore d'un seul paramètre: la capacité du pays à encadrer durablement le mouvement des autruches. Les données actuellement disponibles permettent de tracer 3 trajectoires possibles pour les prochains 6 à 12 mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles dessinent simplement les marges où le projet peut évoluer, selon le degré de maîtrise opérationnelle et la capacité du pays à stabiliser les dynamiques déjà observées. Dans cette trajectoire,
les équipes de régulation parviennent à maintenir les autruches dans des zones délimitées. Les pertes agricoles, comme celles constatées à Bobo, diminuent progressivement sans disparaître totalement. Les bénéfices de Kaya restent perceptibles, mais leur diffusion dans d'autres régions demeure inégale. La filière économique autour de la viande, des œufs et du cuir continue de se développer, mais à un rythme modéré. Les investissements restent mesurés et l'équilibre général dépend d'un suivi constant. C'est un scénario réaliste marqué par un progrès graduel plutôt que spectaculaire. Dans la version la plus favorable, les zones de gestion deviennent pleinement fonctionnelles. Les autruches se stabilisent à un niveau compatible avec les besoins agricoles et les risques de piétinement diminuent fortement. Les gains observés à Kaya deviennent reproductibles ailleurs, offrant un socle de productivité renouvelé pour plusieurs régions. La filière économique s'organise mieux. Des chaînes de collecte s'installent, de nouveaux emplois émergent et les investisseurs locaux gagnent en confiance. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de présenter l'initiative comme un modèle africain d'innovation souveraine et d'affirmer une trajectoire qui rejoint les objectifs d'Ibrahim Traoré en matière d'autonomie. Dans la trajectoire la plus délicate, la reproduction des autruches échappe à nouveau au contrôle. Les dégâts augmentent rapidement, fragilisant des villages déjà vulnérables. Les coûts logistiques pour contenir les populations explosent, forçant le gouvernement à réaffecter des ressources essentielles. La filière émergente stagne, les investisseurs se retirent et les gains initiaux s'effritent. Ce scénario entraînerait une pression sociale accrue et mettrait en danger la cohérence même du projet. Une recommandation de pensée pour les prochains mois. La clé consiste à raisonner en termes de flexibilité encadrée, une approche où l'État fixe des garde-fous stricts tout en laissant la dynamique locale orienter les ajustements. Aucun des trois chemins n'est figé. Chacun dépendra de la capacité à intervenir au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Pour les communautés directement concernées, l'initiative des autruches n'a jamais été un simple programme agricole. Elle a redéfini la relation quotidienne entre les habitants et leurs terres. Dans les villages où les nuisibles ont reculé, les familles ont ressenti un apaisement inattendu, des récoltes plus stables, une visibilité accrue sur les saisons suivantes, et l'impression rare de voir une solution locale produire des effets concrets. Mais dans les zones touchées par les piétinements, l'expérience a rappelé la fragilité extrême d'un modèle reposant sur des dynamiques animales. Les inquiétudes sont devenues conversations quotidiennes. Comment protéger les parcelles germinatives? Comment anticiper les déplacements imprévisibles? Ces contrastes ont dessiné un paysage émotionnel complexe. Pour certains, le projet incarne une forme d'espoir pragmatique, celui d'un pays capable de composer avec ses propres ressources sans attendre l'arrivée d'aides extérieures. Pour d'autres, il incarne une incertitude continue, une oscillation entre bénéfices et risques où chaque décision nationale se répercute jusqu'aux foyers les plus isolés. Les jeunes entrepreneurs, eux, ont perçu une autre dimension, l'ouverture d'un espace où la créativité rurale peut exister. L'émergence d'activités autour de la viande, des œufs ou du cuir d'autruche a nourri l'idée qu'une économie locale plus inventive était possible. Pourtant, cette ambition dépendait toujours de la stabilité du programme, condition indispensable pour investir, planifier et prendre des risques calculés. Pour les citoyens observant l'initiative depuis les grandes villes, le projet est devenu un miroir politique. Il questionne la manière dont un leadership national peut expérimenter, ajuster et persévérer face aux contradictions d'un système vivant. Et c'est cette dimension, mêlant territoire, ambition et adaptation, qui relie l'expérience des autruches à la vie quotidienne de chacun, qu'il soit proche ou lointain du terrain.
Pour transformer l'initiative en un modèle durable, une feuille de route opérationnelle doit être définie avec une précision suffisante pour stabiliser les gains tout en limitant les dérives observées dans certaines localités. L'enjeu n'est pas de contrôler totalement les autruches, mais de construire un cadre capable d'anticiper, d'ajuster et de mesurer les effets en continu. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette logique repose sur quatre axes fondamentaux, chacun lié à un indicateur de suivi clair. Surveillance hebdomadaire des déplacements. Les équipes locales doivent suivre les mouvements des autruches dans toutes les zones sensibles. Un rapport standardisé, transmis chaque semaine, sert d'alerte précoce. Indicateur. Nombre de parcelles protégées versus zones menacées. Ce système permet d'intervenir avant que des incidents comme ceux de Bobo ne se répètent. Création de zones de pâturage dédiées. Des périmètres réservés doivent être opérationnels avant la prochaine saison agricole. Ils servent d'espace tampon, réduisant les incursions imprévues dans les cultures. Indicateur. Stabilité démographique des autruches dans les zones assignées. Formation mensuelle des agriculteurs. Les familles rurales doivent être accompagnées pour comprendre les comportements des autruches et adapter leurs pratiques. Des cycles mensuels permettent de diffuser des réflexes de prévention. Indicateur. Diminution du nombre d'incidents signalés autour des habitations et des parcelles germinatives. Évaluation écologique régulière. Un suivi trimestriel de la qualité du sol et de la résilience des cultures doit être mené dans les villages pilotes. Indicateur. Maintien ou amélioration des zones où les gains initiaux ont été constatés. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, mais elle offre un cadre cohérent pour transformer une expérimentation fragile en trajectoire maîtrisée. Dans les villages où tout a commencé, les habitants se souviennent encore des premières scènes, les autruches traversant les champs de Kaya avec une énergie presque chorégraphiée, et les inquiétudes de Bobo lorsque les premières parcelles ont été piétinées. Ces deux images, opposées mais indissociables, forment aujourd'hui le fil invisible qui relie toute l'histoire du projet. Elle rappelle que chaque avancée a été gagnée au prix d'un ajustement constant et que chaque hésitation pouvait en changer la trajectoire. Pour Ibrahim Traoré, cette dualité n'a jamais représenté un échec. Elle a plutôt révélé que l'innovation ne progresse qu'en affrontant ses propres contradictions. Le pays entier a dû apprendre à composer avec ce rythme irrégulier, fait de promesses fortes, de risques soudains et d'équilibres fragiles. Dans ce mouvement, l'idée centrale persiste. Une nation ne construit sa souveraineté qu'en acceptant la complexité de ses propres choix. Et si le projet des autruches a suscité tant de débats, c'est justement parce qu'il touche à cette zone sensible où se mêlent ambition, réalité du terrain et volonté de transformer le quotidien. Au fond, Kaya et Bobo ne sont pas deux histoires séparées. Elles sont les deux battements d'un même cœur agricole. L'histoire des autruches au Burkina Faso ne s'arrête ni aux chiffres ni aux débats qu'elle a déclenchés. Elle ouvre un espace plus large, celui où une nation explore ses propres ressources, parfois imparfaites, parfois surprenantes, mais toujours ancrées dans une volonté de bâtir autrement. Chaque scène de Kaya ou de Bobo rappelle que les solutions locales portent en elles un potentiel unique. Un potentiel qui ne se révèle qu'à travers l'ajustement, la discussion et la participation collective. Pour les citoyens, qu'ils vivent en zone rurale ou en ville, cette expérience invite à repenser la place des initiatives endogènes dans le développement. Elle montre que les enjeux agricoles, écologiques et sociaux ne trouvent jamais une réponse unique, mais se tissent dans des trajectoires multiples, exigeant curiosité et engagement. Alors, comment percevez-vous l'avenir des approches fondées sur les ressources locales? Quelles initiatives proches de chez vous mériteraient d'être observées, renforcées ou partagées? L'espace de discussion vous appartient et chaque voix peut éclairer la suivante.